En 2020, la juridiction de Saint-Émilion, les coteaux, maisons et caves de Champagne et les climats du vignoble de Bourgogne comptaient parmi les 11 viticoles reconnus dans le monde par l'UNESCO. De nos jours, 3 autres vignobles français, le vignoble de Sancerre, le vignoble d'Alsace ainsi que le vignoble de Cadillac, sont également candidats à l'intégration de la prestigieuse liste des paysages reconnus et protégés par l'UNESCO. En effet, la reconnaissance au niveau international du patrimoine viticole français ainsi que la qualité de ses vins ne sont plus approuvés. Si de nombreux noms de domaines prestigieux tels que Romanée-Conti, Château Yquem, Château Pétrus ou encore Château Lafite dominent la scène médiatique de par leur renommée, ils ne représentent qu'une petite partie de la filière vitivinicole française totale. En effet, en France, on compte plus de 142 000 viticulteurs répartis dans plus de 85 000 exploitations viticoles. Celles-ci génèrent plus de 400 000 emplois indirects. Nous sommes ainsi partis à la rencontre de ces producteurs et de leurs domaines méconnus afin de découvrir leur savoir-faire, leurs produits, mais également toutes les richesses et spécificités propres à leur région d'exploitation. Notre première rencontre nous amène à Aidy, petit village des Pyrénées-Atlantiques, situé en plein cœur des appellations d'origine contrôlée Madiran et Pacheringue du Vic-Bilh. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Robert, qui est viticulteur. On est juste ici à Aidy, donc un village dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le 64. Et puis voilà, on va lui poser un peu des questions sur son métier, ce qu'il fait, comment il collecte le raisin. Allez, c'est parti. Alors salut Thierry. Bonjour Benoît. Alors est-ce que tu pourrais déjà avant tout nous parler un petit peu du métier de viticulteur, en quoi ça consiste, et nous parler un petit peu de ton activité, qu'est-ce que tu fais dans la vigne? Pour commencer, je vais présenter un petit peu l'exploitation. L'exploitation est à 75% à peu près viticole, sur 2 appellations, Madiran, Pacheringue, qui sont des AOP. On va dire 70% de Madiran, 60% de Pacheringue. Les cépages cultivés pour Madiran sont de l'ordre de 3, 60% de Tannat, on va dire 40% de Cabernet Sauvignon et 10% de... Qu'est-ce que tu appelles de Tannat Ce sont les cépages qui définissent l'appellation d'origine contrôlée. D'accord, ok. Donc en fait, le métier de viticulteur, c'est l'éleveur de la vigne. C'est-à-dire il cultive de la vigne. D'accord. Et mon métier à moi, c'est de produire du raisin. Ce raisin-là sera transformé en vin, mais à travers notre organisme, qui est une coopérative, et là, en outre, c'est la coopérative de Crozet. Donc il y a une vraie distinction à faire entre le métier de viticulteur et de vigneron. Voilà, vigneron, si tu veux, c'est un producteur qui, d'abord, avant tout, cultive du raisin, puis après, transforme et commercialise ce raisin. Voilà. D'accord, ok. Et alors, est-ce que en tant que viticulteur, il y a une journée type? À quoi ressemblent véritablement les journées d'un viticulteur, son activité? La vigne est un élément vivant, donc il a un cycle de vie et le viticulteur évidemment travaille en parallèle avec cet élément vivant qu'est la vigne et il suit son cycle. Donc c'est-à-dire pendant la période hivernale où la vigne est en dormance, donc il fait de l'entretien sur le vignoble. D'accord. Et dès que redémarre son cycle de vie, c'est-à-dire on va dire à partir du début avril, fin mars, début avril, et bien, redémarre tout un cycle de travail qui est notamment, c'est-à-dire la conduite du vignoble à travers son feuillage, à travers son panissage, à travers après la sélection, si vous voulez, des grappes de raisin, qui va être d'abord, on va dire, un ébourgeonnage pour choisir les boutons.
Puis après, il va y avoir un égrappage pour commencer à sélectionner les grappes qui doivent produire le fruit destiné à faire du raisin. Donc c'est vraiment une succession d'étapes en fait. C'est une succession d'étapes qui évidemment se répète d'année en année, mais la seule différence, c'est qu'on est lié au temps, et c'est le temps qui conjugue et qui notamment fait la variante X de notre métier, parce qu'il n'y a pas une année qui ressemble à une autre année. Après, il faut savoir que travailler la vigne c'est quelque chose qui n'est pas... il faut 30 ans. D'accord. 30 ans en gros pour pouvoir installer une vigne correctement et l'avoir en plénitude. Donc évidemment, c'est du travail de longue haleine, c'est du travail de génération en génération. Et évidemment, moi, c'est la transmission de mes parents qui m'a donné envie. Et après, je n'ai pas fait que suivre mes parents, puisque j'ai racheté un vignoble à mon tour, que j'ai développé. Mon père m'avait cédé 10 hectares et aujourd'hui on en a 30. Qu'est-ce qui différencie un vin d'appellation d'origine protégée à un vin classique? Est-ce que déjà tous les vins sont en France sont d'appellation d'origine protégée? En fait, il y a plusieurs catégories. D'accord. Si vous voulez, le Graal, du moins c'est l'AOP, c'est déterminé par une institution qui est liée à NAO. En fait, il faut prouver l'authenticité de son produit et historiquement, et en même temps à travers un cahier des charges propre, et notamment avec un passé derrière, notamment sur la typicité des cépages utilisés. Cet AOP est très encadré, donc par une institution qui s'appelle l'INAO. Mais après, il existe autre chose. Il y a les VDQS, c'est ce qu'on appelle les vins de qualité supérieure. Après, les IGP, c'est-à-dire identité géographique. Et donc, automatiquement, après, les vins de France, les 100 JG et les vins de France. Aujourd'hui, l'AOP est un fleuron dans le sens où il y a des critères qualitatifs qui sont réglementés et qui sont exigés, notamment la traçabilité, mais pas que. Ce qui fait que c'est des démarches qui sont très longues pour l'obtenir. Après, c'est aussi un critère qui est reconnu par le consommateur, notamment français. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on veut attaquer des marchés à l'export, c'est des critères qui évidemment sont moins percutants et voilà, une preuve de qualité. Thierry Robert nous a ensuite emmenés visiter une partie de ses vignes. Le domaine est constitué de 5 enclos. D'accord. On va dire à peu près de l'ordre de 6 hectares. Il y en a 4 hectares et demi, 7 hectares les plus gros. Mais qui est tout situé sur la commune d'Ailly, ce qui fait que pour moi, très peu de déplacements, un peu plus d'efficacité dans mon organisation de travail. Donc évidemment, moins de déplacements, moins de perte de temps. On vient sur une parcelle de vigne qui est du Petit Mansin. C'est le cépage de base du Pacheret moelleux. Je vais vous présenter en fait, on est un stade de véraison, on est un stade de fermeture de grappes. Normalement, les grappes devraient se consister à peu près sur des grains, c'est-à-dire qui sont bien pleins. Et vous pouvez déceler, vous voyez, sur d'autres grappes plus légères. En fait, nous avons eu un effet millésime avec une période très froide sur la floraison, un excès d'eau, beaucoup d'eau, qui a provoqué une coulure et un mirandage très important sur le raisin. Mirandage, c'est quoi? C'est-à-dire que les grains ne se sont pas développés et vont avorter, vont tomber dans quelques temps, ce qui fait que les grappes seront plus légères et il y aura un impact sur le rendement, sur le produit final. Je vais vous expliquer maintenant, on se situe sur le site de transformation du raisin, c'est-à-dire la cave de Couzeil, où va être vinifié le raisin que je vais amener à la cave de Couzeil. Bon, pour commencer, il faut savoir que tous les raisins sont tracés, c'est-à-dire chaque parcelle est identifiée avec un code qui va être amené au moment de la vendange sur un poste avancé. Ce poste avancé va déterminer une qualité organoleptique du raisin.
Suite à ça, on va amener le raisin qu'on va vider dans un conquet qui va peser la vendange. Là, nous avons 2 conquets, un de 7 tonnes et un de 10 tonnes. Et après, l'orientation, une fois le ticket enregistré au niveau du pupitre, qui va orienter dans la cuve qui a été prédestinée à l'avance, 24 heures à l'avance. On va regarder si le raisin qui a été programmé correspond bien à l'attente qui était derrière, au niveau de la cuve. Une fois que ça correspond, eh bien, on envoie le raisin dans des cuves de fermentation. Là, il va y rester à peu près, on va dire en moyenne, une quinzaine de jours. C'est-à-dire qu'on va faire une transformation alcoolique. On va transformer les sucres en alcool par l'intermédiaire de levures qui vont permettre la transformation des sucres. Une fois que la transformation alcoolique est faite, on peut dire qu'une partie du vin est déjà faite. On fait de l'écoulage, c'est-à-dire qu'on va enlever le marc du raisin, qu'on va mettre en pressage pour récupérer un peu plus de vin qui se situe dans la peau, essentiellement un peu dans les pépins, un petit peu dans les parties organoleptiques du raisin, c'est-à-dire notamment les tanins. Une fois qu'on a fait ça, après on envoie, si vous voulez, dans l'élevage, c'est-à-dire dans un poste qui est de l'autre côté, qui est en bas de la cave, où une partie de nos vins seront élevés en barrique et une autre partie sera finie avec les fermentations malolactiques, sera finie en cuve à l'intérieur de cette cave. Une fois le produit fini obtenu, reste une dernière étape cruciale, la vente. Ici on se trouve sur le point de vente du château de Crouseilles, et notamment de la cave de Crouseilles. C'est un château qui appartient au conseil général et où nous avons l'exploitation, c'est-à-dire les cas à travers un bail. Nous exploitons aussi une quinzaine d'hectares qui sont tout autour. C'est un de nos points de vente principaux. Il y en a, on compte 2 points de vente, un ici au château et un autre en bas de la côte de l'Imbeille. Actuellement, la vente en direct représente 14% du chiffre d'affaires. C'est un élément qu'on développe à travers l'onotourisme et notamment une organisation pour faire comprendre et pour faire venir des tours opérateurs à travers des autocaristes notamment, puisqu'on est proche de points de touristiques tels que Lourdes, tels que les Pyrénées et l'océan qui n'est pas très loin, de façon à attirer des touristes, de façon à faire connaître notre appellation, parce que c'est vrai qu'on est dans une région qui est très enclavée, qui est à cheval sur 3 départements et limitrophe avec 2 régions. Si les ventes directes locales se développent de plus en plus, Thierry Robert nous explique que les exportations à l'international sont elles aussi en forte croissance. On cultive à peu près 800 hectares de vignes et on vend alors une partie en direct au château de Crouseilles, ainsi qu'on a une ligne commerciale qui est en direct, et après on a une autre ligne commerciale que l'on vend à une union de coopératives à laquelle on s'est regroupé, qui s'appelle l'Union Plémont, et qui elle a un éventail de produits et notamment de marchés qui nous permet d'ouvrir sur les marchés d'exportation, notamment Europe du Nord, Amérique du Nord, Amérique latine, pays de l'Est, pays d'Asie. Et cette exportation représente 55% du marché. Donc pour nous, Clément est un essor pour nous, qui avant, on était basé essentiellement sur la grande distribution. La grande distribution représentait, on va dire, 80% de notre activité. Et là, d'année en année, on est en train de faire baisser ce pourcentage au détriment, à l'avantage, je veux dire plutôt, de l'exportation et un petit peu sur le CHR, sur l'hôtellerie-restauration, même si c'est une part qui reste faible et qui est déjà compliquée parce que déjà saturée quand même. Si le vin du château de Crouseilles s'exporte de plus en plus, la profession, elle, ne reste pas exempte de difficultés, notamment en 2020, en pleine période de pandémie de Covid-19. Comment ton activité a été influencée, impactée par ce Covid-19 ?
par cette crise un petit peu du coronavirus? Bon, je vais être honnête, directement, pas beaucoup personnellement. Parce qu'on est à la campagne, je n'ai pas un lien direct avec le consommateur. Par contre, j'ai été impacté au niveau salarial, puisque évidemment la vigne, j'ai besoin de main d'œuvre pour m'aider. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, comme tu peux le remarquer, j'ai pu mener le travail jusqu'au bout, même si c'est pas fini, hein, mais il y a déjà une partie de fait. Après, commercialement, c'est vrai que l'année a été compliquée, puisque le Covid-19 est arrivé sur une période commerciale qui est assez importante, puisque c'est les foires de printemps et qui représente une activité pour nous assez importante, puisqu'on détermine aussi les foires d'automne à partir de cette période. Donc les foires de pétanque ont été annulées, les salons ont été annulés et les foires d'automne sont remis en cause. Donc pour nous, on peut dire aujourd'hui on risque de clôturer avec un exercice à peu près de l'ordre de -20. D'accord. Je pense qu'on peut se satisfaire de ce résultat, même s'il est négatif, parce que l'impact économique est beaucoup plus important. L'impact commercial est beaucoup plus important. D'accord. Mais ça a été un effort de tous qui fait qu'on a pu réduire un peu nos charges et de façon à pouvoir passer cet exercice avec moindre mal. Mais terminons sur une note positive. Thierry Robert nous emmène sur le lieu même du château de Crouseilles, dominant la vallée. Pour situer un petit peu le château de Crouseilles, il se situe sur un haut de coteau, notamment sur un vallon, et qui a une vue panoramique à 360 degrés. Et pour bien comprendre, on est sur les premiers coteaux droits, on est sur les Pyrénées-Atlantiques, on se situe dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur les coteaux de gauche, on est sur les Hautes-Pyrénées, et un peu plus à gauche, on est sur le Gers. C'est-à-dire, on voit bien la proximité des 3 départements qui feront cette région. Nous poursuivons notre voyage dans le petit village du Plan du Castellet, situé dans le Var. Nous partons à la rencontre de Jérôme Pascal, propriétaire du domaine Le Galantin et producteur de vins d'appellation d'origine protégée Bandol. Le Galantin est un domaine familial rempli d'histoire qu'il tient à nous faire découvrir. Donc c'est un domaine que mes parents ont créé en 1965. Mes grands-parents étaient agriculteurs sur le secteur. Ils faisaient à l'époque beaucoup de polyculture. Il y avait des fleurs, des narcisses, des anémones, des renoncules. Il y avait également un petit peu des cerisiers, des abricotiers, quelques vignes. Ils faisaient des vins ordinaires, des vins de consommation courante. Donc en 1965, mes parents ont pris des fermages. Ce sont des vignes que vous louez et vous permet de payer un loyer annuel, souvent en fin d'année, en fonction de l'arrêté départemental. Donc dans chaque région, il y a des barèmes, il y a des coefficients à respecter. Ensuite, en 1974, ils ont acheté une propriété à la Saint-Fer, le domaine Le Galantin, au Castellet. Et puis le domaine s'est développé. Aujourd'hui, nous arrivons à 25 hectares en production. Alors ici, on est à l'Acadière d'Azur en appellation Bandol. C'est une appellation viticole très connue que je vais te laisser présenter. Donc l'appellation a été créée en 1941, donc c'est une des plus vieilles appellations contrôlées du sud de la France. Donc il reste 1500 hectares en coteaux qui produisent du Bandol, répartis sur 8 communes. Les communes principales, il y a beaucoup de vignes, donc l'Acadière, le Bossé, le Castellet. Il y a également un petit peu de vignes sur le littoral, donc sur Saint-Cyr, Bandol, Salary et Olioul. Sur ces 1500 hectares en production, il y a 70 producteurs, 70 vignerons récoltants en caves particulières. Et vous avez également 2 caves coopératives qui se trouvent au cœur de l'appellation, sur la commune de l'Acadière d'Azur. Et pour avoir un petit ordre d'idée, le domaine fait quelle taille par rapport aux autres de l'appellation? Comment est-ce qu'il se situe par rapport aux autres présents sur l'appellation? C'est une propriété de taille moyenne qui fait à peu près 25 hectares.
Voilà, nous sommes limités à une production entre 35 et 38 hecto-hectares. Ici sont des terres pauvres, des terres maigres, avec moins de 2% de matière organique. Ça donne de petits rendements et des vins de qualité, avec un cépage unique, le Mourvèdre, avec lequel nous faisons aussi bien du Bandol rosé que du Bandol rouge. C'est un raisin noir, qui est originaire d'Espagne. Il s'adapte très bien à notre climat chaud et sec, à des terres très calcaires. C'est le Mourvèdre qui donne vraiment un goût particulier au vin de Bandol. C'est des vins de terroir, des vins de caractère. Et une chose importante, quand l'appellation a été créée en 1941, au départ, il se produisait pratiquement que des bandoles rouges. Et le rosé s'est développé dans les années 70. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de l'appellation, il se produit entre 2 tiers et 3 quarts de rosé. Le reste en rouge et à peu près 5% de bandoles blancs. Ce sont des blancs de blanc secs et fruités. Ils sont faits avec surtout de la clairette et de l'uni blanc. Donc maintenant, je vais te laisser nous expliquer le travail tout au long de l'année ainsi que les spécificités de l'appellation Bandol. Donc dans la vigne, il y a eu du travail toute l'année, beaucoup de travail, c'est très prenant si on veut bien le faire. Donc on commence à tailler la vigne, on peut commencer à tailler la vigne au mois de décembre, quand les feuilles sont tombées. La taille s'échelonne jusqu'à fin mars. Ensuite, après la taille, il faut broyer les sarments. Nous avons un broyeur derrière le tracteur qui passe dans les vignes et qui broie, qui fait des petits morceaux de bois, après qui se décompose de la matière organique. Ensuite, au printemps, c'est la période des labours. Donc, dans notre région, il faut surtout labourer au printemp et après les vendanges. En été, il fait tellement beau, chaud et sec qu'il y a peu d'herbe. La vigne, l'herbe sèche toute seule. Hein. Après, une des périodes les plus difficiles, c'est au mois de mai et au mois de juin, les bourgeonnages. Donc, il y a beaucoup de végétation sur les vignes. Donc, nous passons avec des couteaux au pinel. Et sur les porteurs, le porteur c'est le bout de bois que nous avons laissé l'hiver quand on taille, on ne laisse que 2 tiges et tout le reste on enlève. On coupe proprement avec un couteau pour ne pas que ça repousse. Et quand nous faisons ce travail, au milieu des vieilles vignes, il y a souvent des jeunes vignes mélangées. Donc nous en profitons pour les attacher à un piquet en acacia au fur et à mesure qu'elles poussent. Sinon, à cette période de l'année, elles sont vertes, très tendres, le vent casse tout. Donc on passe plusieurs fois pour les attacher entre début mai jusqu'à fin juillet. Ensuite, donc début juillet, ce qu'on appelle la vendange en verre, dont la vigne ne se régule pas d'elle-même. Donc souvent, même si on taille court, il y a trop de raisin. Donc tous les matins en juillet, de 6h à midi, nous faisons tomber du raisin et on laisse entre 5 et 6 grappes par vigne pour faire des vins de qualité. Voilà, et tout le reste, on coupe bien sûr avec des sécateurs, on fait tomber, on laisse par terre, c'est perdu. Voilà. Le mois d'août, c'est le seul mois où nous n'allons pas dans les vignes, on laisse tranquille, on laisse mûrir tranquillement. Par contre, c'est le mois où il y a énormément d'activités commerciales. Donc le matin, je livre des restaurants sur le bord de mer, sur le bord de Sanary. Tous les mercredis, j'ai une place sur le marché de Sanary où je vais déguster et je vends la production familiale. Tous les jeudis soirs à 18h, une visite de cave qui est organisée chez nous, où je reçois les vacanciers et je leur parle de notre travail en fonction des saisons. Je leur explique tout ce que nous faisons le long de l'année. On se rend compte encore ici que la région et ses spécificités, qu'elles soient climatiques ou géologiques, ont une grande influence à la fois sur le produit fini, mais aussi sur les méthodes de fabrication ou encore les labels AOP ou AOC. Tu as mentionné le fait que vous vendangez à la main, c'est pas le cas partout. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça qui sont typiques à Bandol? Donc ici c'est un microclimat, hein, parce qu'à Vol d'Oiseau on est à 3 km de la mer. Les rendements sont faibles, il y a beaucoup de murs en pierre sèche. Quand nous avons des orages, les murs tombent, il faut le remonter tout doucement à la main. La vendange en verre le mois de juillet, c'est un passage de plus. Ensuite, en septembre, la récolte se fait toute à la main. Pour vous donner une idée, nous, pour une propriété de 25 hectares en production, il faut à peu près 3 semaines pour entrer à la récolte, entre 3 et 4 semaines. Si la plupart des domaines français sont des affaires familiales, dont les terres et les savoir-faire sont hérités de génération en génération,
De nombreux viticulteurs comme Jérôme ont fait le choix de suivre des études supérieures avant de s'investir dans le domaine familial. Quelles ont été tes études et ton parcours? J'ai fait un BTA agricole au lycée Avignon, dans le Vaucluse. J'ai fait un BTS viticulture œnologie en Charente, à Angoulême. Et puis un certificat de spécialisation en œnologie à Orange, également dans le Vaucluse. Puis j'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque ça existait encore, 10 mois, Ouais. dans l'armée de terre, comme sous-officier. Et après, je suis parti à l'étranger, parce qu'à l'époque, le stage d'installation est de 6 mois, on pouvait faire à l'étranger. Donc je suis parti dans le Palatinat, donc c'est proche de l'Alsace, c'est côté allemand. Il y a des très grands Riesling, également des Pinot Noirs, c'est vrai que c'est méconnu, mais il y a des super produits. Voilà. Et depuis combien de temps est-ce que du coup tu as repris le domaine? Je suis arrivé sur la propriété familiale donc au printemps 93 après ce séjour en Allemagne dans le Palatinat. La troisième et dernière étape de notre aventure nous amène dans un petit village réputé de Côte d'Or, Vonne-Romanée. Nous partons à la rencontre de Bruno Clavelier. Viticulteur mais passionné avant tout, il tient à nous partager toutes les spécificités de son domaine ancré dans une région remplie d'histoire. Enfin, l'histoire du vin en Bourgogne est très ancienne, hein, puisque on trouve des traces de vignes plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc voilà, les Gaulois maîtrisaient déjà la fabrication du fût, puisque le tonneau est d'origine gauloise. Et puis par la suite, les Romains ont amené certainement une maîtrise un peu meilleure de ce qu'était une fermentation, et puis tout ça a été largement amélioré au niveau de la maîtrise, de la connaissance et aussi cette approche terroir par les moines à la fois bénédictins et cisterciens aussi, qui ont fait beaucoup d'essais, d'expérimentations, qui ont approfondi les connaissances sur la vigne et le vin et sur les terroirs. Et donc on est ici à Vonne-Romanée, donc un village viticole qui est situé en plein milieu de la Côte de Nuits. Alors on produit du vin ici depuis plusieurs générations, mais moi je suis installé depuis 1987. J'ai repris le domaine de mes grands-parents maternels. Comme pour beaucoup de ses pairs, la viticulture est avant tout une passion pour Bruno Clavelier, et cela se ressent notamment dans la manière dont il nous parle de son métier. Tout commence déjà à la vigne, hein, c'est le plus important. Il y a 9 mois de travail, un petit peu comme moi je parle souvent à mes vendangeurs, je leur dis, voilà, il y a eu 9 mois de travail, et puis vous êtes les sages-femmes du millésime. Donc c'est-à-dire qu'entre leurs mains passe le fruit de ce travail, donc c'est le bébé qu'ils ont entre leurs mains. Donc c'est pour ça que je tiens toujours à avoir une équipe de vendangeurs, ça commence par là, qui est avec des bonnes intentions, beaucoup de joie, parce que ça se sent toujours dans le produit. Donc on s'entoure de beaucoup d'amis, etc. Mais plus précisément après, sur le plan transformation, donc il y a ce travail sur le fruit, hein, qui est... déjà, c'est le choix aussi de la maturité, c'est très important. Bien choisir sa date de vendange pour choisir les équilibres, un état de maturité qui correspond au vin qu'on veut faire. Si on vendange trop tôt, on sera peut-être sur des choses qui seront peut-être un peu végétales sur le plan gustatif, aromatique. Après, on va être sur des fruits frais, plutôt fruits rouges, des choses comme ça, avec le pinot noir en Bourgogne. Et puis après, si on va un peu plus loin en maturité, on sera plutôt sur un type fruits mûrs. Donc voilà, c'est le choix du vigneron qui importe. Et puis après, il y a toute la phase de transformation. Donc plusieurs stratégies. C'est déjà, est-ce qu'on travaille en rouge, par exemple, est-ce qu'on travaille avec le raisin entier ou est-ce qu'on enlève la rafle, donc cette tige qui porte les baies du raisin, et puis où est-ce qu'on fait un mix. Et puis après, il y a plusieurs interventions qui consistent à plus ou moins intervenir sur la phase de macération avec des pigeages, des aérations, c'est tumulte de la fermentation et on est obligé d'intervenir, hein, mais
Voilà, certains sont très interventionnistes, hein, donc construisent un peu plus le vin, et puis d'autres sont plutôt sur faire une infusion de raisin. Nous, on est plus sur cette approche-là. On se dit que le vin, il se fait surtout à la vigne, et puis qu'après, on a un peu le ferment qu'on mérite, et puis l'expression du lieu, en tout cas, on l'accompagne un peu comme on accompagne un enfant dans son adolescence, dans son éducation, mais voilà, on l'accompagne, d'ailleurs les Anglais disent to be citoyen, donc le mot est fort, mais voilà, c'est vraiment ça, et sans être trop interventionniste pour ne pas trop formater le vin au goût du vigneron, mais laisser surtout le lieu s'exprimer, quoi. Voilà. Donc la Côte d'Or tire son nom de l'ensoleillement qui se reflète sur les vignes, qui donne un aspect doré à ce territoire. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'importance de l'ensoleillement pour la vigne et pour le vin de manière générale? Oui, alors c'est vrai que là on parle du soleil d'automne, hein, puisque c'est lorsque les feuilles elles se jaunissent, qu'elles ont fini leur activité de photosynthèse, donc elles perdent leur couleur verte, profitent de cette couleur jaune ou rouge, parce qu'on dit Côte d'Or et de pourpre souvent. Il y a une concentration d'anthocyanes dans les feuilles qui donne cette couleur rouge au feuillage. Mais bon, voilà, le soleil, bien sûr, c'est l'ami de la vigne, puisqu'elle a besoin comme beaucoup de végétaux, hein, presque tous, mais de soleil pour faire sa photosynthèse, donc c'est sucre, et donc ce qui fait notre alcool, hein, dans nos vins. Et en même temps, encore une fois, il faut l'équilibre, parce que trop de force solaire, on va partir vers des choses peut-être très concentrées, peut-être trop fortes en alcool pour la finesse de nos cépages bourguignons, hein, notamment du pinot noir. Et donc, voilà, ça a besoin ces forces solaires ont besoin d'être tempérées par des forces de fraîcheur pour arriver à avoir un équilibre dans les vins. D'accord. Et donc, une des possibles sécheresses qui pourraient se répéter à l'avenir sont un problème pour la vigne? Voilà, c'est sûr que trop de soleil, s'il n'y a pas d'eau avec, ça veut dire sécheresse, ça peut vouloir dire stress chez la vigne. Et donc, c'est des problématiques, bien sûr, importantes, où même si la vigne n'a pas d'énormes besoins en eau, si elle en est complètement privée, bien sûr, on va avoir des problèmes quelquefois de dessèchement de baies de raisin, mais aussi de blocage. C'est que la vigne, elle se met en sommeil pour plus... elle arrête physiologiquement, elle arrête aussi sa maturation, ou du moins elle la ralentit fortement. Et donc ça peut amener aussi des problèmes de maturité, contrairement à ce qu'on peut penser. L'ensoleillement n'est pas le seul facteur qui influe sur la culture des vignes. En Bourgogne, comme dans toute autre région viticole, de nombreux facteurs, notamment le climat, vont jouer un rôle essentiel dans la fabrication du vin. Alors le mot climat en Bourgogne, il a besoin d'être précisé parce qu'il peut avoir deux interprétations différentes. Le climat en tant que météo, et puis aussi le climat, c'est aussi le lieu, donc ce lieu, cette micro-parcelle qui est spécifique, qui a des spécificités, on va dire, au niveau multiples, microclimatiques, mais aussi géologiques, pédologiques, topographiques, etc., quoi. Allez-y. Donc ces trois influences météo qui vont venir d'abord par l'influence continentale qui nous a amené plutôt un vent du nord qui est toujours signe ici de beau temps, mais en même temps de conditions plus fraîches, une influence océanique qui va nous amener plutôt les orages, la pluie, une météo plus humide en tout cas, et puis une influence méditerranéenne, et quelquefois même maintenant des orages. Donc voilà, c'est un petit peu la confrontation de ces influences climatiques qui vient arbitrer l'équilibre des millésimes. Hein. Donc quelles influences ce climat et ces particularités climatiques ont sur le vin et sur la production du vin? Alors, ces influences climatiques, elles vont avoir une incidence qui est multiple, à la fois déjà sur le cycle de la vigne, puisque selon
Selon ces influences météo, on va avoir plus ou moins de précocité, c'est l'effet millésime dont on peut parler. Donc cette variabilité des conditions météo propres à chaque année. Sur le cycle de la vigne, donc une année forcément plus solaire, où il y a une certaine humidité, on va avoir un cycle certainement plus accéléré, plus précoce, plus de photosynthèse, donc plus de sucre. Plus de sucre, ça veut dire plus d'alcool, et donc une maturité certainement plus avancée, plus précoce. Voilà. Alors après, il y a une histoire d'équilibre aussi avec les acides, qui sont, s'il fait trop chaud, si on a un excès par exemple de chaleur, on va brûler les acides du raisin par ces phénomènes climatiques, et donc avoir un équilibre qui sera peut-être un peu plus, au dépend peut-être de la précision du millésime. En plus de parler d'influence climatique, on peut aussi descendre à une échelle inférieure et parler d'influence microclimatique. Pour ce qui est du microclimat, donc on a des phénomènes topographiques ici, avec cette situation un peu de collines entrecoupées par des combes, qui nous amènent aussi des effets de microclimat, avec les deux versants des combes. On parle toujours du versant au soleil et du versant à l'ombre, donc le Laré chaud et le Laré froid. Et donc c'est qui après viennent s'ouvrir vers l'est, donc avec des soleils plutôt matinaux, plutôt plus de l'après-midi, et donc des intensités de lumière, de chaleur, et des phénomènes plutôt d'écoulement d'air frais dans les combes, donc qui viennent conjuguer à chaque fois, enfin souligner une particularité de chaque lieu. En viticulture, chaque domaine et même chaque parcelle est unique, notamment du point de vue de la composition de son sol, élément essentiel dans la culture de la vigne. Je dirais que c'est le goût du lieu qui parle à travers les appellations. Donc c'est important à multiples échelles. Et puis l'influence, elle est à la fois par la géologie, elle peut être par la pédologie aussi, la qualité des sols. Donc en général, il y a des sols qui sont nés de leurs roches mères sous-jacentes, qui ont la même composition, et puis il y a des sols qui sont nés des étages géologiques supérieurs, et donc c'est l'érosion qui a déplacé ces sols, et puis qui vient amener donc une sorte de complexité dans la composition de ces sols. Bon, pour donner un exemple, par exemple, si vous êtes ici à Vaux-Normandie, on a au moins 6 couches géologiques différentes qui se superposent, et on va voir des lieux qui sont sur des sols plutôt sablo-limoneux, on va voir des sols qui seront quelquefois plutôt argilo-calcaires, et déjà là, des histoires de limon, d'argile, de sable vont donner des textures de bouche très différentes, vont donner des formes au vin en bouche, une présence en bouche, une occupation de la bouche qui va être très différente. Les argiles vont donner des vins qui remplissent plus les joues. Et puis, quand on va être sur des parcelles qui sont sur les hauts-de-coteaux, par exemple, plutôt sur des sols minces, avec une présence de matière minérale importante, on aura des vins qui seront peut-être plus tendus, plus longilignes, et cette minéralité de bouche ou cette salinité, typique au sol calcaire, donc va se ressentir à travers la dégustation sur le plan gustatif, mais aussi tactile. Voilà, avec souvent sur les sables d'érosion qu'on appelle les grésilités ou les sables cryoclastiques, on a des sensations tactiles qui sont très suaves en bouche. Voilà, on parle de texture soyeuse, comme quand on touche une étoffe, quand on touche par exemple de la soie. La richesse du patrimoine viticole français ne réside pas uniquement dans la nature, mais aussi dans les savoir-faire des viticulteurs. Savoir-faire regorgeant de diverses méthodes et processus, tous nommés dans un jargon bien spécifique. Oui, on peut parler, déjà le pressurage, c'est mettre le raisin dans un pressoir et puis sortir le meilleur de son jus. On a aussi ce qu'on appelle foulage, qui consiste à éclater la baie de raisin, donc sans malmener le pépin. On peut parler aussi de termes comme éraflage, qui consiste à séparer justement les baies de la charpente végétale qui les porte. On peut parler de remontage,
C'est des opérations qui consistent à arroser la partie solide, on va dire, qui est portée en surface par le dégagement de gaz que génère la fermentation alcoolique. Et donc, pour qu'on ait une macération, on vient accélérer les échanges en remontant le jus, faire l'arrosage de ces pots pour favoriser les échanges entre la phase liquide et la phase solide, notamment les anthocyanes, les polyphénols, les tanins, etc. Et puis des termes comme le pigeage qui consiste, alors c'est un peu plus violent, ça consiste à enfoncer les raisins, à défaire cette partie solide en surface, qui a tendance à flotter en surface de la cuve, à enfoncer cette partie solide dans le jus pour immerger ça et favoriser encore une fois les échanges. Après, il y a la partie décuvage qui consiste à, d'abord, première phase de sortir le jus, séparer le jus donc par pompage, quand le vin finit ses fermentations alcooliques. Et puis, le décuvage consiste à sortir les pots qui sont mises dans le pressoir après pour extraire le jus de presse. Voilà. Donc, le premier jus s'appelle le jus de goutte, celui qui est pompé, et celui qui est sorti du pressoir, il s'appelle le jus de presse. En général, les deux sont assemblés en Bourgogne, mais on peut aussi gérer et différencier ces deux phases. Puis après, il y a la phase de débourbage qui consiste à laisser le vin qui a été pressuré, donc le laisser un peu au repos pour qu'il sédimente et qu'il dépose ses lies les plus lourdes, on peut appeler des bourbes. Et puis l'entonnage qui consiste à descendre le vin une fois qu'il est bien sédimenté, le descendre dans le fût, où là il va faire un élevage de un an ou plus, 16, 18 mois des fois, ou plus encore, et où là il va avoir une deuxième fermentation, ce qui s'appelle la fermentation malolactique. La première est en phase juste après les vendanges, hein, la partie fermentation alcoolique, transformation du sucre en alcool, et puis celle qui se fait donc dans nos caves, sous-jacentes à nos cuveries, où là, la fermentation va se faire malolactique, donc transformation des acides maliques en acide lactique, qui va correspondre à un affinement de notre vin, des acides de notre vin. Voilà. C'est des levures qui fermentent les sucres en alcool, et les bactéries lactiques, elles, vont fermenter les acides maliques en acide lactique. Voilà, donc on est ici dans la cave d'élevage. Donc les vins vont passer à peu près 16 à 18 mois dans cette cave d'élevage où ils subissent donc une deuxième fermentation après la fermentation alcoolique. Donc c'est une fermentation malolactique. Là, ils sont en pleine fermentation malolactique en ce moment. Et puis, donc le bois, c'est... Bien sûr, le fût, c'est des fûts de chêne, hein, c'est du chêne de forêt française, des forêts à croissance lente pour avoir des grains assez fins qui permettent des échanges avec le vin et surtout une micro-oxygénation qui permet la condensation des tanins, la polymérisation des tanins. Et donc c'est un affinement du vin, on va dire. Nous on travaille avec des pourcentages de fûts neufs qui sont, selon les appellations, entre 0% de fûts neufs pour les appellations régionales, et puis on va jusqu'à 40-50% pour les grands crus, mais avec une moyenne plutôt de 15-20% en général pour tout ce qui est village et premier cru. Depuis de nombreuses années, labelliser son vin en bio est devenu gage d'une agriculture plus responsable vis-à-vis de la vigne, mais aussi vis-à-vis du consommateur. Mais comme nous l'explique Bruno Clavelier, le bio est avant tout un retour à une agriculture plus simple. J'ai commencé réellement bio dans les milieu des années 90, où en fait, il y a eu surtout une grosse prise de conscience au moment de la vache folle, où en fait, on avait déjà nous cheminé pas mal sans intrants chimiques pendant pas mal d'années, et puis bon, j'ai repris, ça a sauté une génération ici, j'ai repris le domaine de mes grands-parents, donc qui étaient sur une agriculture, on va dire,
C'est l'agriculture conventionnelle d'autrefois. Donc, si c'était une ferme, hein, comme je disais tout à l'heure, ils mettaient le fumier de leur bête aux vignes pour engraisser leur sol. Et puis, mon grand-père faisait sa bouillie bordelaise pour traiter contre le mildiou, avec un peu de cuivre, un peu de sulfate, de sulfate avec, et de chaux. Mais voilà, c'était des choses assez rudimentaires. Mais nous, dans les années... milieu des années 90, on s'est posé des questions sur l'état des sols bourguignons. Il y a quelques parcelles qu'on a repris sur le domaine qui avaient un passé, on va dire, plus conventionnel, et où on a senti le besoin de travailler spécifiquement vraiment en bio et même en biodynamie, puisqu'on est passé en biodynamie en même temps. Et donc on a appris, puisqu'il y a un cahier des charges, hein, si vous voulez avoir la certification, et donc en 99 on a demandé la certification. Voilà. Je pense qu'il faut plutôt dire que bio, en fait, c'est l'agriculture traditionnelle d'autrefois, hein, puisque nos arrière-grands-pères étaient tous à travailler en bio, hein, sans le savoir, hein, ils ne se définissaient pas comme bio, mais ils travaillaient avec leur matière organique, en fait, hein, souvent issue de l'élevage des animaux qu'ils faisaient sur les fermes, et puis des éléments minéraux ou végétaux, hein, qui accompagnent la protection phytosanitaire notamment. Donc si on veut bien différencier par rapport à une agriculture conventionnelle d'aujourd'hui qui peut avoir recours à des produits de synthèse, la bio, dans le cahier des charges bio, bien sûr, on a interdiction d'utiliser ces produits de synthèse. Voilà, c'est que des éléments minéraux, végétaux, qui sont utilisés notamment pour la protection phytosanitaire, hein, puisque c'est pas parce qu'on est en bio qu'on ne traite pas, on accompagne la vigne pour la protéger de certains parasites, hein, sur des années par exemple très humides où on a du mildiou ou de l'odium ou du botrytis par exemple, il va nous falloir intervenir pour essayer d'aider la vigne à se défendre si elle n'a pas les capacités à le faire toute seule, quoi. Alors, bon, je ne veux surtout pas opposer les bio et les conventionnels, parce que voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est dans une démarche pour essayer de travailler mieux, sans intrants, et surtout pas abîmer nos prestigieux terroirs, nos prestigieux sols bourguignons, et pouvoir les transmettre aussi sains qu'on les a reçus, ou voire encore mieux. Mais en tout cas, bon, pour moi, souvent, c'est la santé de la plante, c'est la santé du lieu, c'est des équilibres qui, du coup, en sont souvent améliorés, parce qu'on a un système racinaire qui n'est pas court-circuité par des engrais chimiques, par exemple, qui peuvent, on va dire, être directement absorbés par le feuillage et sans faire appel au sol et à la rhizosphère, hein, toute cette vie microbienne, microscopique, lombricienne, etc., qui s'active autour des racines de la vigne dans des sols qui fonctionnent bien. Donc ça peut être quand même impactant sur la qualité du produit, sur l'équilibre, et sur l'énergie du vin aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le vin, c'est plus qu'une boisson, hein, on disait que Pasteur disait que c'était la plus saine et la plus hygiénique des boissons, hein, et donc voilà, c'est aussi une nourriture, on va dire, qui peut amener la santé. Enfin bon, c'est pas faire attention avec ça, mais bien sûr il y a l'alcool dans le vin, mais bon, c'est une boisson saine, ça c'est sûr, quand elle est faite dans le respect du vivant, quoi. Avant de conclure notre rencontre, Bruno Clavelier nous offre une vision intéressante de la viticulture. Celle-ci est un art dont chaque région et chaque viticulteur nous dépeignent leur propre vision du vin. On part toujours de raisins, et puis il y a toujours une fermentation alcoolique qui vient minéraliser cette matière. Mais bon, pour rentrer un petit peu dans le détail, bon, il y a quand même déjà les grandes définitions, c'est les origines, c'est les lieux, c'est toutes ces qualités de sol, de terroir, il y a aussi l'aspect climatique, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très important. Chaque région a sa spécificité. C'est cette diversité de la France qui fait aussi cette
potentialité à produire des vins de différentes qualités un peu partout. Et puis après, si on rentre un peu plus encore dans le détail, c'est déjà l'encépagement, puisque chaque région a un petit peu accouché après les sélections des centaines, voire des milliers d'années d'expérience. C'est qu'il y a des cépages qui sont ressortis de chaque région. Pour être un petit peu plus poétique, je dirais qu'il y a aussi ce distinguo entre le monocépage et le multicépage. C'est que quand il y a plusieurs cépages, c'est une sorte d'orchestration, hein, donc comme si vous interprétiez une partition musicale avec un chef d'orchestre, mais aussi tout un assemblage d'instruments de musique, donc c'est une composition. Et quand on est sur une monocépage, c'est vraiment un morceau de musique qu'on interprète en solo. Donc on va dire la fausse note ne pardonne pas, hein. Il faut être bon et précis en tout cas. En Bourgogne, on est plutôt sur une culture monocépage, c'est-à-dire qu'il y aura un seul cépage qui va contribuer à réaliser un vin. Donc ce sera le pinot noir pour tous les grands crus de Bourgogne en rouge. Et ça sera le chardonnay pour pratiquement tous les grands crus ou crus de blanc en Bourgogne. Il y a la ligotée aussi qui rentre dans quelques crus, mais essentiellement c'est ces deux cépages-là. Alors que le bordelais, par exemple, a une culture avec plusieurs cépages. Donc c'est un peu une orchestration et c'est une vinification d'assemblage en fait, hein, où ils vont assembler à la fois du merlot, du cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec, etc. Voilà, et puis la vallée du Rhône par exemple, nord-vallée du Rhône, ça sera essentiellement la Syrah pour les vins rouges. Et puis si on descend un peu plus sur la région Châteauneuf ou les alentours, il y aura jusqu'à 14 cépages recommandés, on dit, donc une diversité aussi, et ce jeu d'assemblage qui sera une nouvelle fois mise à contribution voilà, par le talent des vignerons, des vinificateurs. Et le vigneron que vous êtes, peut-il nous donner des petits conseils pour distinguer au goût un vin de Bordeaux, par exemple, d'un vin de Bourgogne ? Alors c'est vrai, c'est une question assez difficile parce qu'il y a tellement de diversité dans chacune de ces grandes régions viticoles, mais on va dire peut-être, on a l'habitude en œnologie de définir un petit peu une sorte de triangle des pôles vers lesquels s'approche chacun des vins. Donc on met un pôle, dans cette triangulation, on met à chaque sommet des triangles, on va mettre par exemple l'astringence au-dessus, on va mettre l'acidité d'un côté, et puis sur le troisième côté, on va mettre le moelleux du vin. Voilà. Et donc on va peut-être, je dirais, le bordelais va peut-être plus monter vers le côté astringence, donc des vins assez robustes, d'une certaine consistance. Le moelleux, ça sera peut-être plus les Côtes-du-Rhône qui iront vers cette potentialité, donc des vins aussi d'une certaine densité, mais avec un côté peut-être un tactile plus rond, plus suave, plus moelleux. Et puis les Bourgognes ou le Jura, par exemple, vont être peut-être sur ce pôle un peu acide, même si le climat d'aujourd'hui nous ramène un peu vers les deux autres extrémités, hein. Mais voilà, c'est des tendances un peu, et on avait l'habitude d'asseoir un petit peu chaque grande région vers ses polarités, en sachant que, bien sûr, il peut y avoir beaucoup de mouvements dans tout ça selon la météo, selon chaque lieu, chaque terroir et tout. Si les vins français sont et restent les vins de référence à travers le monde, c'est parce qu'ils sont uniques. En effet, chaque région, de par ses spécificités géologiques, pédologiques, climatiques ou encore microclimatiques, permettent l'élevage de cépages aux goûts uniques. Par ailleurs, la grande diversité des savoir-faire, des connaissances et des processus de fabrication du vin permettent également d'obtenir des vins uniques et propres à chaque région, voire même à chaque domaine. Ce patrimoine, nous le devons aux femmes et aux hommes passionnés qui chaque jour s'engagent à faire rayonner leur profession et leurs produits à travers la France et à travers le monde. Cependant, de nombreux facteurs externes menacent de plus en plus la profession. Le réchauffement climatique va nécessairement impacter la culture de la vigne.
le développement croissant des vins étrangers diminue progressivement les parts de marché de la vente de vins français dans le monde. Et enfin, il n'est pas rare d'observer un manque de soutien moral, social et financier aux viticulteurs, voire aux agriculteurs dans une plus large mesure. Ainsi, c'est et ce sera aux générations actuelles et futures de faire leur possible pour préserver ce patrimoine culturel, humain et gastronomique si précieux et unique. Oui, je pense que la première qualité du vigneron bourguignon, c'est l'humilité, hein, pour jamais se mettre devant le terroir, toujours rester justement à disposition pour l'expression de ce terroir. Il se place un peu en interprète. Et puis c'est aussi cette remise en question perpétuelle, permanente, hein, puisqu'on apprend tous les ans du nouveau millésime qui arrive, et on est sans arrêt en train d'essayer de s'adapter. C'est un long cheminement en fait. Voilà.